sommes de retour en direct avec Madame Clara Ulrich. Donc, merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants en master et des doctorants de l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'Avenir France 2030 et nous souhaitons aujourd'hui vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Donc vous êtes chercheuse à Ifremer, directrice scientifique adjointe d'Ifremer et coordinatrice des expertises halieutiques. Donc vous avez une expertise sur la politique commune de la pêche. Pourriez-vous nous expliquer comment la PCP fonctionne-t-elle et quel est le rôle des scientifiques ? Bonjour, alors merci pour votre interview. La politique commune de la pêche, c'est un système qui existe aujourd'hui depuis à peu près les années 80. J'aime souvent dire qu'on a à peu près le même âge, la même vie entre la politique commune de la pêche et moi. On arrive comme ça fait 50 ans de recul et c'est vrai qu'on voit toute cette évolution. On est passé d'une PCP dans ces jeunes années, dans les années 80-90, qui était quand même beaucoup plus basée sur des questions très économiques, vraiment se partager le gâteau entre des grandes puissances. Et puis, progressivement, voilà, une PCP qui est devenue beaucoup plus à essayer d'assurer de la rentabilité, enfin, assurer finalement la durabilité à long terme. Et avec, en priorité, c'est vrai, essayer de garder des poissons dans la mer, parce que s'il n'y a plus de poissons dans la mer, quoi qu'on en dise, il y aura sans doute plus beaucoup de pêcheurs. Donc c'est vrai que on reproche un petit peu ici en disant que la PCP est trop basée sur la durabilité des poissons plus que sur celle des pêcheurs. Mais c'est vrai qu'en termes de priorité, la priorité c'est de maintenir des poissons dans la mer pour pouvoir en maintenir suffisamment pour pouvoir les manger derrière. Et donc l'idée de base, c'est de faire des quotas de pêche qui sont basés sur un niveau qu'on appelle le RMD, qui vise comme ça à donner un peu le maximum, le taux maximum de poissons qu'on pourrait prélever en principe chaque année dans la mer sans affecter le capital. Voilà. Donc pour les scientifiques, la PCP est donc efficace pour gérer durablement les ressources halieutiques et les activités de pêche, mais elle est parfois critiquée. Certains pêcheurs dénoncent la rigidité des quotas et la concurrence entre États membres, alors que certaines ONG alertent sur le fait que certains stocks sont encore surexploités. Que répondez-vous à cela ? Alors je pense que la rigidité de la PCP, c'est effectivement sa faiblesse, mais c'est aussi sans doute sa force, parce que c'est vraiment les enjeux, c'est pas d'opposer les uns ou les autres, c'est d'opposer le court terme et le long terme. C'est vraiment le principal enjeu, c'est-à-dire que si chaque année on écoute les pêcheurs, chaque année, parce que c'est toujours difficile, un quota qui baisse, et ça c'est évident que pour des entreprises c'est vraiment difficile, mais si chaque année on met ça en avant et donc on pêche un petit peu plus que le RMD, un petit peu plus que l'avis scientifique, ça s'accumule et donc on entame son capital. Et c'est vrai que ça veut dire que plus on prend aujourd'hui, moins il restera demain. Et donc la PCP, sa rigidité, elle n'est pas là pour empêcher les pêcheurs de travailler aujourd'hui, mais elle est là pour dire il faut équilibrer les enjeux de court terme avec les enjeux de long terme. Et donc la rigidité, elle est vraiment là de dire c'est le long terme, la priorité c'est le long terme. Et donc on ne peut pas chaque année dire pour cette année c'est pas grave, on augmente un petit peu plus. C'est ce qu'on a fait beaucoup avant. Il faut vraiment se dire que jusqu'aux années 2000 on était dans des situations de surpêche qui étaient vraiment catastrophiques. Pourquoi ? Parce que justement les avis scientifiques, on s'en fichait. C'était vraiment la foire aux bestiaux, les négociations entre pays membres, et chacun tirait la couverture à soi pour satisfaire des besoins politiques de très court terme. Et donc c'est vrai que depuis 20 ans, la rigidité de la PCP, ça a été de dire c'est le long terme qui doit primer d'abord, et le court terme, c'est vraiment que quand on est dans des situations vraiment de grande urgence, des quotas zéro, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment toujours bien comprendre cette opposition, que si on mange trop du gâteau aujourd'hui, il y en aura moins demain. Merci. Donc, dans son dernier rapport d'évaluation des stocks, l'Ifremer a noté des améliorations de l'état des stocks. De 37% de stocks en bon état en 2015, on est passé à 46% en 2023. De 2% de reconstituables en 2015, on est passé à 12% en 2023, ce qui fait un total de 58% des volumes de poissons débarqués en 2023 provenant de populations exploitées durablement. La situation en mer du Nord et dans l'est de la Manche est stable depuis quelques années et au-dessus de la moyenne nationale en termes de pourcentage de stock en bon état.
56% des volumes de poissons débarqués en 2023 proviennent de populations dites en bon état. Et pour certains, ces chiffres illustrent un net progrès vers une pêche durable. Mais pour d'autres, ils révèlent que plus de 40% des volumes proviennent encore des stocks surexploités ou dégradés. Donc comment, en tant que scientifique, abordez-vous cette perception de verre à moitié plein vs verre à moitié vide dans vos communications et comment concilier l'optimisme nécessaire pour mobiliser les acteurs sur les efforts à poursuivre? Merci. Alors oui, c'est une très bonne question et c'est vrai que si on voit un peu l'évolution des messages qu'Ifremer, donc Ifremer ont fait une conférence de presse, je dirais à peu près depuis 2019, c'est quand même relativement récent, et même depuis 2019, nos messages ont beaucoup changé. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore 2-3 ans, on était beaucoup dans l'optimisme, on présentait les résultats depuis l'an 2000, donc c'est ce que je vous disais, faut pas se leurrer, la situation aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de l'an 2000, donc on était beaucoup dans cet optimisme en disant on va y arriver petit à petit, etc., etc. Et puis c'est vrai que cette année, on a fait ce choix de ne plus parler de l'an 2000, mais de parler de la situation seulement depuis 2015, qui, elle, n'évolue plus, ou alors très peu. Et donc, c'est vrai que c'est la première chose, c'est que Ifremer, on a changé notre perspective en disant il faut aussi maintenant commencer à dire que les choses s'améliorent. C'est plus si vrai que ça, elles stagnent. Donc ça, c'est quand même une première chose. La deuxième chose aussi sur laquelle on a quand même changé notre discours, c'est de dire, finalement, pourquoi ça stagne, pourquoi est-ce qu'on reste dans cette espèce de verre à moitié plein. Et en fait, là où on se rend compte, c'est que de plus en plus, c'est les questions écologiques et climatiques qui empêchent de passer dans un verre un peu plus plein. C'est-à-dire que finalement, la politique commune de la pêche, avec ses quotas, elle fait beaucoup pour passer du rouge à l'orange et de l'orange au vert, mais on est en train d'arriver un peu à un palier. On a du mal à avoir plus de vert. Et pourquoi ? Eh ben, c'est pas qu'une question de trop de pêche, mais c'est aussi beaucoup une question du fait que les poissons, ils ont plus de mal à se reproduire, ils ont plus de mal à grandir, et que donc, c'est plus tant que ça le problème des poissons d'aujourd'hui, qu'on pêche trop, mais c'est de plus en plus le problème des poissons de demain, qui ont du mal à naître et qui ont du mal à grandir comme on pouvait le faire avant. Donc en fait, on est en train aussi de se dire que même si on est dans le vert aujourd'hui, ça peut changer très vite. La sole, c'est vraiment un très bon exemple. On se dit, la sole, il n'y a plus de bébés sols qui naissent parce que les nourriceries en manche sont plus bonnes. Donc en fait, on voit bien que si on n'arrive pas à protéger le cycle du poisson, de l'œuf à la larve, de larve à au juvénile, et enfin seulement du juvénile au poisson, où là, il peut être à l'adulte, où il peut être pêché par un pêcheur. Mais finalement, ça devient cette compréhension que finalement, de plus en plus, c'est ces stades de vie les plus fragiles et les moins bien connus qui sont peut-être en train de nous empêcher de passer comme ça à une phase plus importante de bonne gestion et qui nous bloque un petit peu dans ce verre à moitié vide. Et enfin, pensez-vous que l'UNOC, la conférence des Nations Unies à l'océan à Nice en juin dernier, a été utile pour la filière halieutique ? Merci. Alors, l'UNOC, c'est vrai que ça a été un événement assez unique dans l'histoire. Voilà, il n'y en avait pas eu comme ça de grandes conférences sur l'océan, ou en tout cas très peu. Et elle a servi, malgré tout. Ils ne sont pas d'accord. L'UNOC, elle était là aussi pour faire prendre conscience de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu peut-être trop d'attentes sur ce que l'UNOC pouvait réellement faire. Encore une fois, ce n'était pas non plus une conférence des parties. Donc on s'est dit que l'UNOC, je pense que la communication médiatique s'est peut-être un peu emballée sur l'UNOC en pensant que l'UNOC allait résoudre non seulement tous les problèmes mondiaux, mais aussi tous les problèmes nationaux. C'était effectivement sans doute irréaliste et que donc il y a peut-être eu une certaine déception, notamment sur les politiques françaises et encore plus vis-à-vis des aires marines protégées. Mais je pense que l'UNOC, déjà quand même, les grands enjeux, c'était quand même ce qu'on appelle le BBNJ, donc en fait les accords internationaux sur la haute mer. Et ça, il faut quand même pas sous-estimer l'importance de ça. On est en train de savoir, il reste encore une semaine ou deux avant de savoir si cet accord mondial sera signé sur la haute mer. C'est le 23 septembre à New York normalement. Mais donc si déjà rien que ça, on arrive à avoir la ratification mondiale du traité sur la haute mer, de la lutte contre la pêche illégale, etc. Déjà rien que ça, on pourra dire que l'UNOC au moins aura servi à quelque chose. Et après, dans un deuxième temps, je pense que l'UNOC a surtout permis beaucoup de compréhension de beaucoup de choses, beaucoup de mettre en avant des problèmes, pas forcément de les résoudre, mais au moins, pour moi, les aires marines protégées, c'est un très bon exemple parce que on n'en parlait pas assez avant. Et ça fait 30 ans qu'on a de la pêche qui est réglée par la politique commune de la pêche d'un côté,
des aires marines qui sont régies par la directive Habitat. Ça fait 30 ans que les deux ne se parlent pas entre elles, ou en tout cas insuffisamment, et qu'on a une situation qu'on ne peut pas qualifier de satisfaisante, mais dont personne ne parlait. Et c'était un peu, c'est comme ça, quoi. Et je trouve que ce débat sur les aires marines protégées, qui a été assez violent et loin d'être résolu, il a au moins permis de se dire, mais en fait, cette situation, elle est quand même peut-être pas... on ne peut pas considérer que c'est satisfaisant, et peut-être qu'il est quand même temps de dépoussiérer tout ça, secouer un peu la fourmilière, secouer un peu le sac. Et donc je pense que c'est trop tôt pour savoir si l'UNOC va vraiment changer la donne sur les aires marines protégées, en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais au moins, même nous à Ifremer, on s'est rendu compte que c'était un sujet dont on n'avait jamais parlé. Voilà. Et je pense que rien que ça, c'était important de commencer par ça. Enfin, c'est pas qu'on n'en avait jamais parlé, coupez ça. C'est pas qu'on n'a jamais parlé des aires marines protégées à Ifremer, mais pas dans cette perspective-là d'avoir l'aire marine protégée comme le parc éolien, qui rassemble plein de questions, en fait, des questions d'exploitation, des questions spatiales, des questions écologiques. Et en fait, quand on veut fermer une zone, que ce soit pour l'écologie ou pour l'éolien, ça met en place plein de questions qu'on ne s'était pas assez posées avant. Voilà. C'est ça plutôt que je voulais dire comme ça. D'accord. Très bien, on vous remercie madame pour cette interview et on vous laisse patienter jusqu'à la prochaine. Merci.